Il y a une scène dans ce film où Ralph Fiennes atteint un niveau de folie pure qui m'a littéralement scotché à mon siège. Rien que pour cette performance, oubliez vos a priori, cette suite, on tient peut-être déjà un des chocs du début d'année. On décortique tout ça de suite. Salut à tous les sérivores et cinéphiles, j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui, on ne va pas se contenter de survoler un simple film de zombies, on retourne en Grande-Bretagne, ou du moins ce qu'il en reste pour s'attaquer au morceau de résistance de ce début d'année, le deuxième volet de la nouvelle trilogie 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut un peu recontextualiser tout ça, surtout pour ceux qui auraient raté par exemple ma critique précédente ou qui ont un peu la mémoire courte, un peu comme les communautés dans ce film, qui en oublient un peu leur histoire, mais on va y revenir. Lors de la sortie du premier 28 ans plus tard, l'année dernière, mon avis avait été un peu mitigé. Je vous avais dit c'est bien, mais c'est pas spécialement un grand film. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, c'était une coquille magnifique, mais un peu vide. Danny Boyle était revenu aux commandes avec une énergie folle, tournant en partie à l'iPhone, en créant une esthétique un peu punk, granuleuse, une sorte de cauchemar nerveux et ultra kinétique. Visuellement, c'était une claque, mais narrativement, c'était un peu la douche froide. Le scénario d'Alex Garland semblait cocher des cases, effleurer des thématiques super intéressantes, comme l'isolement ou la chute de la civilisation, mais sans jamais vraiment les creuser. On restait en quelque sorte en surface, frustré par un récit qui servait surtout de prologue. Du coup, pour cette suite, j'avais deux énormes craintes, et je pense que beaucoup d'entre vous, les avaient aussi. La première, c'était le changement de capitaine. Danny Boyle a laissé sa place, c'est Nia DaCosta qui reprend les manettes. Vous la connaissez peut-être pour le remake de Candyman ou encore The Marvels, mais c'est surtout une réalisatrice avec une patte très différente de Boyle. Ma peur, c'était donc qu'on perde un peu cette identité visuelle si particulière, cette sale gueule qui faisait le sel de la saga 28 jours. Et du coup, j'avais un peu peur aussi qu'on se retrouve avec un produit lisse, formaté, sans âme. La seconde crainte concernait l'écriture. Est-ce qu'on allait enfin avoir une histoire qui raconte quelque chose, ou est-ce qu'on allait encore tourner en rond pendant 2 heures en attendant le troisième film, victime du fameux syndrome du deuxième film ou du film du milieu? Spoiler alerte sur mon ressenti global, mes craintes ont été en quelque sorte balayées. Pas parce que le film fait la même chose que le premier, mais justement parce qu'il ose, à mon sens, faire l'inverse. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. Quand ce temps sera venu, les hommes cesseront de communiquer. Parlons d'abord de la forme, car c'est ce qui saute aux yeux dès les premières minutes. Je ne vais pas vous mentir, si vous attendiez le style épileptique de Danny Boyle, vous allez être déstabilisé. Nia DaCosta a pris le parti de rompre totalement avec cette esthétique de l'urgence, fini les caméras numériques qui bougent dans tous les sens, quoique il y en a encore un peu, fini le montage aussi cut, à la limite de la crise d'épilepsie. Le constat est clair, c'est effectivement moins ouf, moins expérimental que dans le premier volet. On a perdu le côté guérilla, cette sensation d'être un reporter de guerre au milieu de l'apocalypse. Mais, et c'est là que je trouve le pari réussi, je n'ai pas été frustré pour autant. Au contraire, j'ai trouvé ça d'une cohérence absolue avec le récit. Là où Boyle filmait la panique, l'instant du chaos, DaCosta filme au contraire la désolation, le temps qui s'est retiré. On est quand même 28 ans plus tard. Le monde ne court plus, il agonise. La réalisation est donc plus posée, plus large. On a des plans d'ensemble magnifiques, presque picturaux. Il y a une ambiance un peu cathédrale, quelque chose de solennel et de mélancolique. On utilise beaucoup les décors naturels, ces paysages britanniques vides et grandioses, pour souligner la petitesse des survivants. C'est une mise en scène qui respire la fatalité. On n'est plus dans l'adrénaline de la fuite, on est dans la lourdeur de la reconstruction, ou de la destruction finale, c'est un point de vue. Et honnêtement, ça évite le désastre que je redoutais. Celui d'une copie pâle du style de Boyle, DaCosta impose ici sa vision, plus classique peut-être, mais d'une élégance macabre qui fonctionne
terriblement bien. Un mot aussi sur la musique. On change aussi complètement d'ambiance sonore. Fini le rock indé et les beats hip-hop agressifs. Ici, au contraire, on a la partition de Hildur Guðnadóttir qui a fait celle du Joker, par exemple, et c'est beaucoup plus lourd, plus atmosphérique, avec des violoncelles qui grincent et qui pèsent sur les épaules. Ça participe à cette ambiance de deuil permanent. Du coup, côté forme, eh bien, c'est plutôt validé. C'est moins punk, mais c'est un peu plus tragique. Mais là où le film m'a vraiment conquis, eh bien, c'est la raison principale d'ailleurs pour laquelle je vais le placer au-dessus du premier volet, c'est sur le fond. Vous me connaissez, sur cette chaîne, j'ai tendance à privilégier plutôt une bonne histoire et des thématiques solides à une belle image un peu vide. Et là, eh bien, on sent que Alex Garland, au scénario, s'est un peu réveillé par rapport au premier opus. Là où le premier film survolait un peu ses sujets, le Temple des Morts, eh bien, met au contraire les deux pieds dedans et n'hésite pas à se salir les mains. C'est un film profondément politique et c'est ça que j'attendais. On y parle de quoi? Eh bien, on y parle de mensonges, de mémoire. Le film nous présente d'ailleurs deux modèles de société qui s'opposent. D'un côté, on a le personnage de Jimmy et sa secte. C'est une critique acerbe, violente, du populisme et du révisionnisme historique. Garland frappe fort à mon sens, il nous montre comment on peut bâtir une tyrannie en détournant des symboles du passé qu'on ne comprend plus. Je pense que ça fait un peu sens dans notre société et dans nos histoires actuelles. Les références sont en tout cas purement britanniques et assez géniales. La secte s'inspire par exemple de figures de la pop culture des années 70-80, notamment Jimmy Savile. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'était un présentateur star de la BBC qui s'est révélé être un prédateur sexuel monstrueux. Le film utilise cette imagerie pour nous dire « Attention, la nostalgie aveugle est un poison ». C'est une allégorie du Brexit aussi, du repli sur soi, de cette idée qu'on peut recréer une grandeur passée sur des bases qui sont un peu pourries. De l'autre côté, on a le docteur Kelson. Lui, il représente la science, la connaissance, mais aussi la connaissance froide, obsédée, presque inhumaine. Le film pose cette question fascinante. Pour survivre, faut-il oublier le passé pour avancer ou faut-il le préserver à tout prix, quitte à en devenir prisonnier? Contrairement au premier film qui s'éparpillait, ici la structure narrative est limpide. On suit ces deux trames qui montent en puissance pour se percuter dans le final. C'est fonctionnel, c'est intelligent et ça donne enfin de la consistance à cet univers. On n'est plus juste dans un film de survie, on est dans une étude sociologique de la fin du monde, et ça, eh bien ça fait du bien. Passons maintenant aux humains, et aux non-humains aussi, ou en tout cas plus vraiment, qui peuplent ce cauchemar. Côté casting, c'est le grand écart, avec du génie pur et quelques petites déceptions. Le MVP incontesté, c'est évidemment Ralph Fiennes. Je vous l'avais dit en intro, mais je dois insister, son interprétation du docteur Ian Kelson est magistrale. Il incarne cet intellectuel tiraillé, froid, méticuleux, qui cherche une logique dans le chaos. Il a cette capacité, rien qu'avec un regard ou un silence, à exprimer une détresse immense, masquée par une rigidité scientifique. Et il y a cette relation qu'il va développer avec Samson. Qui est ce Samson? Eh bien c'est l'infecté, l'alpha. Et c'est aussi l'autre grande réussite d'ailleurs du film. L'acteur sous le maquillage livre une performance physique incroyable. On a souvent vu des zombies humanisés au cinéma, mais ici c'est traité avec la brutalité de l'univers de 28 jours. Samson fait peur, il est bestial, et le film réussit malgré tout le tour de force de nous faire ressentir de l'empathie pour lui. On se demande, est-ce qu'il est encore humain? Est-ce qu'il est une nouvelle espèce? Ou est-ce que c'est simplement une victime? En tout cas, ce duo Fiennes-Samson, eh bien c'est le cœur battant du film. A l'inverse, j'ai quelques réserves sur le reste de la distribution. Le jeune Spike, joué par Alfie Williams, qui était dans le premier film tout simplement la révélation, se retrouve ici relégué au second plan. Il devient presque un spectateur passif des événements. C'est logique dans la narration. Il est prisonnier entre deux idéologies, mais c'est un peu frustrant de voir son développement mis en pause. Mais ma vraie déception, elle vient de Jack O'Connell et de sa troupe de fanatiques. L'acteur est bon, il a du charisme, mais l'écriture de son groupe manque un peu de folie. Avec la fin du film précédent, je m'attendais à une secte viscérale, chaotique, terrifiante, et au final, on a des méchants un peu caricaturaux, presque sortis d'un Mad Max du pauvre. C'est méchant, oui, c'est sadique aussi, mais ça manque un peu de cette dimension organique et imprévisible qu'on trouvait chez les militaires, par exemple, du premier film de 2002. Ça reste fonctionnel pour l'allégorie politique, mais en tant qu'antagoniste de cinéma, ça m'a moins marqué. Avant de conclure, il est impératif, je pense, qu'on parle de la fin du film et de l'ouverture qui est faite sur la suite.
attention, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder la surprise intacte, c'est le moment de couper la vidéo ou le son, d'avancer jusqu'au prochain titre, parce que je vais spoiler un événement majeur de la fin du film et de sa conclusion. Oui, on doit parler de l'éléphant dans la pièce, le retour de Cillian Murphy alias Jim. C'était le secret le moins bien gardé d'Hollywood, évidemment, on le savait, c'était teasé, tout le monde l'attendait comme le Messie. Eh bien il est bien là, le tout à la fin du métrage. Alors mon avis à chaud, c'est que je suis assez partagé, voire un peu déçu de la méthode. Sur le principe, quel plaisir immense de le revoir. Cillian Murphy a une gueule, une présence, et le simple fait de voir son visage marqué par 28 ans de survie donne des frissons. Ça connecte aussi enfin cette nouvelle trilogie à l'œuvre originale, mais l'exécution, bof, ça fait vraiment un peu scène post-générique à la Marvel. C'est un peu random. Il débarque, il balance un monologue, d'ailleurs un peu lourd, avec des références appuyées à Churchill et aux erreurs du passé, tout ça pour poser les enjeux probables du troisième film, et hop, écran noir. On sent le cahier des charges du studio. Il faut Cillian Murphy pour vendre le film. Mettez-le à la fin. Mais globalement, malheureusement, ça va pas trop avec le reste de l'intrigue. C'était à prévoir qu'il ne ferait qu'un caméo, mais j'aurais aimé que ce soit amené de manière un peu plus organique, plus intégrée à l'histoire de Spike ou de Kelson. Là, ça fait vraiment produit d'appel en quelque sorte. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Ça promet un troisième film centré sur lui, et ça hype énormément. Si bien entendu le film se fait, et pour ça il va falloir que ce deuxième film soit vraiment bon au cinéma en termes d'audience. Est-ce que tu es prêt ? Alors du coup, au moment de faire le bilan, qu'est-ce qu'on retient de ce 28 ans plus tard, le Temple des Morts ? C'est indéniablement un film de transition. Il a ce côté épisode du milieu, un peu bâtard, qui doit faire le pont entre l'introduction et le grand final. Il ne résout pas tout et il laisse des portes grandes ouvertes, on va dire. Mais, et c'est ma conclusion principale, contre toute attente, j'ai préféré ce film au premier et assez largement. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui préfère avant tout le fond à la forme. Le premier film était une coquille vide, ultra stylisée, un bonbon visuel qui fondait un peu trop vite dans la bouche. Celui-ci est peut-être moins impressionnant au premier regard, moins hype, plus austère, mais il a une âme, il a du propos, il a une noirceur politique et philosophique qui honore l'héritage de la saga. Et surtout, il y a dedans un Ralph Fiennes qui est impeccable et qui justifie à lui tout seul le prix du billet. En tout cas, si vous cherchez juste de l'action frénétique avec des zombies qui courent vite, vous trouverez peut-être le temps un peu long. Mais si vous voulez un vrai film post-apo qui utilise le genre pour raconter quelque chose sur l'effondrement de nos sociétés, c'est un peu ce qui se passe, dans la société actuelle d'ailleurs, et aussi sur la folie des hommes, foncez. C'est une réussite imparfaite, mais une réussite quand même. Maintenant, la pression est énorme, comme je le disais, sur cet opus, puisque le troisième et dernier volet dépendra des résultats en salle. Les pions sont en place, le roi est de retour, vous savez de qui je parle, il ne reste plus qu'à conclure en beauté. J'espère qu'ils arriveront à marier la furie visuelle du premier avec l'intelligence caractéristique de celui-ci pour nous faire un troisième film parfait. Et vous alors, êtes-vous plutôt forme et adrénaline comme le premier, ou plutôt team fond, avec une ambiance pesante comme celui-ci ? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte de débattre avec vous. N'oubliez pas, on a un objectif cette année sur la chaîne, faire grandir ensemble tout ça. On a une belle progression ces derniers mois et j'aimerais que ça continue. C'est un gros défi, mais avec vous, c'est possible. Donc si cette critique vous a plu, un petit like, un petit partage, un abonnement, ça fera toute la différence. Et en attendant, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très vite. Bientôt, je l'espère, parce que je suis en train de tomber malade. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on parlera bientôt de séries et de films, bien entendu. Et d'ici là, faites gaffe aux infectés. Et surtout, méfiez-vous des faux prophètes. Ciao tout le monde.